Bienvenue pour cette conférence de la lumière donc dans le cerveau, donc des découvertes qui changent la vie. Les cellules nerveuses qui sont présentes dans notre cerveau émettent une faible lumière qu'il est désormais possible d'observer, et nous allons donc voir avec nos invités quelles peuvent être donc les implications en termes de diagnostic, mais peut-être aussi de thérapeutique. Donc je vous demande de bien vouloir accueillir et applaudir Monsieur Laurent Hérault, donc le directeur du fonds Clinatech. Laurent Hérault, vous êtes également donc l'auteur de 9 brevets et vous avez écrit ou coécrit plus de 50 publications internationales dans des revues ou des conférences. Et pour animer l'échange, Romain Gonzalez, donc journaliste au Point, que l'on applaudit également, et à qui donc je passe la parole pour aborder là aussi de très belles promesses et découvertes. Merci beaucoup Hélène. Alors aujourd'hui avec Laurent Hérault, on va essayer de rêver un petit peu. Là on n'a pas beaucoup parlé d'intelligence artificielle jusqu'à maintenant. Parfois il est assez dur d'imaginer les applications réelles pour le patient de cette IA. Aujourd'hui, Laurent Hérault, on va parler des interactions entre la lumière et le cerveau, ce qui est à première vue pas forcément évident pour le grand public. La plupart des gens connaissent l'électrostimulation cérébrale, c'est-à-dire la stimulation du cerveau par l'électricité. Et on est en train de voir qu'en fait, la lumière peut aussi avoir une efficacité face à l'activité cérébrale. D'abord, je voulais voir avec vous, la lumière et le cerveau, en fait, la lumière sort du cerveau et la lumière peut rentrer dans le cerveau. C'est bien ça, c'est une relation à, on va dire, à deux sens, à double sens. Oui, merci. Effectivement, la lumière, en particulier la lumière infrarouge, ou ce qu'on appelle proche infrarouge dans ces fréquences-là, peut agir sur les cellules du cerveau. Et c'est quelque chose qu'on a établi scientifiquement aujourd'hui, qui est établi que la lumière peut avoir une action sur les cellules du cerveau, comme le ferait un médicament, et va stimuler la résilience des cellules du cerveau. Et alors, la question sous-jacente, fondamentale qu'on peut tous se poser, c'est pourquoi des cellules du cerveau ou des cellules de notre corps humain, aussi profondes soient-elles dans notre corps humain, jamais en contact avec la lumière, j'aurais de dire, pourquoi ont-elles des récepteurs de lumière ? Eh bien, une réponse possible que nous cherchons à démontrer, c'est que ces cellules ont des récepteurs de lumière parce qu'elles communiquent entre elles par la lumière. On savait jusqu'à présent que les cellules communiquaient entre elles dans le cerveau par des impulsions électriques, par des échanges biochimiques, mais il est établi maintenant que les cellules communiquent aussi par la lumière. Et les cellules vont émettre de la lumière à l'intérieur de notre cerveau, ce qu'on appelle des biophotons, et une cellule va dire, en fonction des propriétés de cette lumière, je vais bien ou bien je suis en détresse, pour quelque part alerter les cellules voisines. Donc la lumière agit sur les cellules du cerveau pour maintenir leur bonne santé et améliorer leur résilience, et en même temps les cellules du cerveau communiquent entre elles par de la lumière ou émettent de la lumière. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que l'impact en termes de clinique est potentiellement extrêmement intéressant. Si on arrive à extraire cette lumière émise par le cerveau et à l'analyser, les impacts cliniques sont potentiellement très importants. Ce que vous nous dites, Laurent Hérault, c'est que cette lumière qui sert de vecteur de communication, on va dire, au niveau cérébral, on peut aussi la détecter à l'extérieur. C'est qu'on est face à une boîte noire, entre guillemets, dont on peut saisir quelques signes qui sont ces jaillissements de la lumière à l'extérieur du cerveau. Alors tout à fait. En fait, dans le cerveau, nous avons, dans un cerveau adulte, chacun de nous, entre 170 et 200 milliards de cellules. C'est l'ordre de grandeur. Parmi celles-ci, vous avez à peu près un peu moins de la moitié qui sont des neurones, 86 milliards, l'estimation. Le reste, une grande partie du reste, ce sont des cellules qu'on appelle des cellules gliales, qui vient du mot de la glie, qui c'est l'environnement des neurones, qui sont des cellules indispensables au fonctionnement des neurones. Et parmi ces cellules gliales, vous avez une cellule qui est extrêmement importante dans les maladies neurodégénératives, qui s'appelle les astrocytes. L'astrocyte. Eh bien, il est établi aujourd'hui que les neurones et les astrocytes vont émettre de la lumière. Et en fonction du stress que ces cellules vont subir, en fonction de leur état de santé, je dirais, elles vont émettre plus ou moins de photons, donc une quantité de photons qui va différer, qui va varier,
Et la lumière, les propriétés spectrales de ces photons vont elles-mêmes dépendre de l'état de santé de la cellule. Donc aujourd'hui, il est possible, et dans nos laboratoires, il est possible de compter ces photons émis par les cellules cérébrales, de les détecter par des caméras, ce qu'on appelle des caméras CCD à très haute résolution, ou par des photomultiplicateurs, et d'analyser ces propriétés spectrales de ces photons pour voir finalement que nous dit le cerveau sur son état de santé. Ce sont un peu des marqueurs physiques. Et à terme, j'insiste là-dessus parce que notre objectif en tant qu'organisme de recherche, à terme, notre objectif sera de mettre à disposition des médecins dans un casque, un dispositif qu'on pourra enfiler sur la tête, mettre sur la tête, et qui captera les photons, les particules de lumière émises par le cerveau, et qui regardera si on a telle ou telle pathologie en amplifiant ces neurones. Sachant qu'on en est encore aujourd'hui aux premières étapes de ce développement-là, on est très loin d'avoir un casque qui, en temps réel, serait susceptible de détecter l'intégralité de ces photons échangés au niveau cérébral. Ah, tout à fait. On en est aux prémices, c'est-à-dire aujourd'hui, on a établi que les cellules cérébrales émettent de la lumière à différentes longueurs d'onde et que cette quantité de lumière va dépendre du stress aussi subi par les cellules. Mais c'est extrêmement important comme recherche. Et pourquoi c'est important ? Parce que dans beaucoup de maladies neurodégénératives, vous avez une errance thérapeutique, vous avez parfois besoin de plus de 10 ans pour poser un diagnostic. Si vous prenez la maladie de Parkinson, en France actuellement, elle est diagnostiquée à 58 ans en moyenne. Et quand elle est diagnostiquée à 58 ans, elle a démarré en pratique 10 ans avant. Et les neurones qui sont touchés par la maladie de Parkinson, qui sont ce qu'on appelle les neurones de la substance noire au centre du cerveau, eh bien 50% d'entre eux, quand vous êtes diagnostiqués, sont déjà morts. Et ce qu'on essaye, c'est de préserver ceux qui restent en vie. Si on n'attendait pas ces 10 ans pour diagnostiquer la maladie de Parkinson, mais qu'avec la lumière émise par le cerveau, on pouvait dire très tôt, vous allez déclencher une maladie de Parkinson, à ce moment-là, on peut déclencher des thérapeutiques pour protéger les neurones le plus tôt possible avant qu'il meure. Et donc on va en venir à cet aspect aussi thérapeutique qui ne concerne évidemment pas que la photobiomodulation, mais en partie désormais. La lumière en tant que médicament, Laurent Ayrault, est-ce qu'elle sert à prévenir une maladie ? Est-ce qu'elle sert à guérir une maladie ? Est-ce qu'elle sert aux deux ? Comment on l'imagine, entre guillemets ? Aujourd'hui, à quelles étapes du développement on en est ? Alors, la lumière, quand on la présente un peu comme un médicament, alors j'aimerais expliquer en 2 mots comment elle agit. C'est une exagération, évidemment. Comment elle agit dans la cellule. En fait, dans les cellules cérébrales, vous avez une porte d'entrée pour la lumière, ce qu'on appelle des photorécepteurs. La lumière va rentrer à certaines longueurs d'onde, elle va pouvoir pénétrer dans la cellule. Et en pénétrant dans la cellule, elle va rentrer dans un organite qui s'appelle la mitochondrie. Et la mitochondrie, dans la cellule, c'est un peu la salle des machines. C'est un peu le réservoir de carburant de votre automobile. La mitochondrie, c'est ce qui assure la respiration de la cellule. On parle même de la chaîne respiratoire de la mitochondrie. Et en rentrant dans la mitochondrie, la propriété extraordinaire qui a été établie aujourd'hui, c'est que la lumière infrarouge va augmenter la production d'énergie de la cellule sous la forme de ce qu'on appelle l'adénosine triphosphate. Donc elle va augmenter la production d'énergie de la cellule, donc sa capacité à résister, à combattre en cas de maladie. En même temps, elle ne va pas augmenter le stress oxydatif de la cellule. Souvent, on craint que le stress oxydatif de la cellule, c'est quelque chose qui peut détruire la cellule, qui est indispensable à un faible niveau, mais qui peut la détruire s'il y en a trop. Et en même temps, ce qui est absolument stupéfiant, c'est que la lumière va réveiller des gènes qui sont dans la cellule. Dans chacun de nos gènes, dans chacune de nos cellules, on a 21 000 gènes environ codants, ce qu'on appelle des gènes codants. Et la plupart sont endormis, beaucoup sont endormis. Et la lumière infrarouge, en rentrant dans la mitochondrie, va réveiller des gènes dormants, des gènes de neuroprotection. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on espère qu'il y a un effet thérapeutique très important, puisque finalement, sans une approche médicamenteuse, sans utiliser une molécule externe, la lumière a la capacité de stimuler la résilience de la cellule. Et après, en termes de prévention, c'est aussi très intéressant parce que en vieillissant, la performance des cellules, ou avec les maladies neurodégénératives, la performance des cellules en termes énergétiques, j'allais dire, décroît. Eh bien, la lumière permet, par sa propriété de stimuler la résilience, de prévenir, de la capacité de prévenir les maladies. Et elle va
permettre de maintenir l'équilibre interne de la cellule dans son environnement qui peut être un peu dégradé, ce qu'on appelle l'homéostasie de la cellule. Moi, j'ai une question assez béotienne que je vais vous poser, Laurent Hérault. C'est quand vous me dites ça, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un risque de bombarder trop fortement le cerveau avec de la lumière? Parce que dans le cas de l'électrostimulation, beaucoup de gens dans le grand public ont cette vision de casque qui, entre guillemets, vous grille le cerveau, comme dans de nombreuses dystopies de science-fiction. Est-ce qu'on dit toujours que la dose peut faire le poison? Comment on l'envisage dans ce domaine-là, qui est encore un domaine de recherche? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on va amener de la lumière sur le cerveau, par l'extérieur, on y reviendra sans doute, mais on va envoyer des milliards de photons, par exemple à la surface du crâne. Parmi ces milliards de photons, la plupart vont être réfléchis, absorbés, etc. Mais un certain nombre d'entre eux, plusieurs millions, plusieurs centaines de millions, vont réussir à passer dans le cerveau et à pénétrer, par exemple, dans le cortex cérébral, qui est la couche supérieure du cerveau, donc sur une épaisseur, on l'a calculé, on l'a établi, de 2-3 cm. Donc la lumière est capable de pénétrer dans le cortex. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a observé qu'en termes de sécurité, dans toutes les études cliniques et toutes les études qu'on a faites, c'est extrêmement sûr. On n'a jamais vu d'effets secondaires et des problèmes de sécurité avec l'apport de cette lumière dans le cerveau. Donc la sécurité est totale, aux doses qui sont recommandées. Hein. Et on y reviendra parce que la question de la dose est quand même une question importante. On y reviendra. Hélène, tu as une question oui, peut-être? Peut-être une micro-question dans le même ordre d'idée. Que faut-il penser des appareils de luminothérapie voilà, qui sont en vente dans le commerce et dont on nous dit qu'ils peuvent nous aider à combattre la dépression quand il y a moins de lumière? On allait y venir dans quelques questions, mais pardon tu fais bien d'aborder... Alors nous, moi je ne représente pas une entreprise, je représente un organisme de recherche. Je tiens à préciser ça dans le sens où bien sûr. je représente Clinatech, qui est un organisme de recherche à but totalement non lucratif. On fait de la recherche médicale et biomédicale. Et notre objectif est de prouver que médicalement, de trouver de nouvelles solutions thérapeutiques pour des maladies terribles et redoutées face auxquelles aujourd'hui on n'a pas de réponse, comme les maladies neurodégénératives, et on veut le faire par la physique, en utilisant les principes de la physique. Aujourd'hui, je vous parle de la lumière, mais j'aurais pu vous parler de l'électricité, du froid ou d'autres principes de la physique. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe des entreprises qui vont vous vendre des dispositifs pour illuminer votre crâne, votre peau, etc. Alors, j'ai plusieurs remarques. Ces dispositifs, en général, ne sont pas présentés comme des dispositifs médicaux, mais l'expérience et l'analyse de ces dispositifs soulèvent un certain nombre de questions médicales. Notamment aussi en termes d'ingénierie. On a nous-mêmes acheté un certain nombre de ces dispositifs, on les a désossés, entre guillemets, et regardé quelles étaient leurs performances techniques, les performances techniques annoncées. Et là, on se rend compte que parfois, on n'a pas les performances techniques annoncées, pas du tout. On utilise nos laboratoires pour mesurer effectivement l'illumination, les doses, etc. Ce n'est pas ce qui est annoncé dans les documentations techniques. Et puis après, la question, c'est la question médicale. Est-ce qu'il y a un véritable effet médical? Est-ce que c'est un effet clinique ou est-ce que c'est placebo? Et aujourd'hui, aucun de ces dispositifs, par exemple, nous-mêmes, on réalise des dispositifs parce qu'on a beaucoup d'essais cliniques en préparation et en cours. Dans nos essais cliniques, on a besoin d'avoir des dispositifs qui sont tels que le patient, quand il va utiliser ce dispositif, il ne va pas savoir s'il est allumé ou pas. Dans le sens où on veut vérifier qu'il n'y a pas d'effet placebo, faire des essais en double aveugle. Les dispositifs aujourd'hui qui sont sur le marché, j'allais dire, ne sont absolument pas utilisables dans ce contexte-là. Et il n'y a pas de preuves cliniques associées à ces dispositifs. Et un point qui est essentiel, c'est la dose. On parle de lumière comme d'un médicament, là, un petit peu, mais la question de fond, c'est la posologie. Vous prenez un médicament, on peut tuer avec du Doliprane. Il y a un proverbe qui dit c'est la dose qui fait le poison. Eh bien, avec la lumière, c'est pareil. Vous avez une dose idéale. Vos cellules doivent recevoir une dose idéale pour qu'il y ait ce fonctionnement qu'on attend, ce rétablissement du fonctionnement qu'on attend. Et là, du coup, il y a beaucoup de paramètres à adapter. Ça dépend du patient. Quand vous allez chez le médecin, vous avez une posologie qui est propre à vous. Donc, ça va dépendre du patient, mais ça va être il faut répondre à des questions comme quelle longueur d'onde utiliser, quel type de la lumière non pulsée, pulsée, si elle est pulsée, à quelle fréquence, quels sont les patterns d'illumination, est-ce qu'il faut le faire 10 minutes, le matin, le soir, etc. À quel moment de la journée? Par exemple, on a établi à Clinatech
que le glucose dans le cerveau va maximiser les effets de la lumière. Donc, on a intérêt potentiellement à le faire en fin de repas. Mais ce type de choses doit être étudié, médicalement éprouvé. Et aujourd'hui, on est un peu dans l'inconnu. C'est pour ça qu'à Clinatech et dans les travaux qu'on mène, on travaille énormément avec des CHU dans des essais cliniques pour trouver les bonnes doses dans certaines pathologies. Sachant que les dispositifs dont parlait Hélène pullulent auprès du grand public, mais aussi dans le domaine de la médecine du sport. C'est un peu l'un des joujoux les plus traditionnellement usités aujourd'hui, notamment dans les domaines du rugby et du football, dans le domaine des commotions cérébrales. On voit que la plupart des clubs de rugby professionnels proposent à leurs athlètes de porter des casques après les commotions. Vous voulez réagir peut-être, Laurent Hérault, là-dessus ? Je vais réagir, exactement, parce que le problème des traumatismes crâniens, c'est un problème qu'on étudie aujourd'hui de façon extrêmement précise avec le CHU de Grenoble et les hospices civils de Lyon et les services de réadaptation neurologique post-réanimation. Donc on le fait dans un contexte médicalement extrêmement prouvé, extrêmement rigoureux, j'allais dire, et on étudie les traumatismes crâniens à différents stades, qu'ils soient sévères jusqu'aux troubles chroniques. Il faut savoir que dans les traumatismes sévères, par exemple, on étudie les problèmes des troubles de la conscience. Ce sont par exemple, dans les accidents de voiture, vous avez des jeunes, 27 ans en moyenne chez les hommes et 31 ans chez les femmes, qui ne sont pas dans le coma, mais qui sont en éveil non répondant, en état végétatif. Ils ont les yeux ouverts le jour, ils dorment la nuit, mais ils ne répondent à aucun stimuli. Donc là, ce qu'on appelle les troubles de la conscience. Et on va jusqu'aux troubles chroniques dans les traumas légers, y compris les traumas du sportif. Donc effectivement, là on va avoir 2 essais cliniques qui vont démarrer en 2025. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de sociétés qui vont vous vendre des dispositifs dans le contexte du sport. Et je peux vous dire qu'actuellement, j'ai des discussions avec des médecins de la Fédération française de rugby pour mettre un peu pour travailler là-dessus, mais de façon clinique, c'est-à-dire prouver que ça marche. Vous pouvez trouver des témoignages de sportifs qui vont dire « Ah, j'ai acheté tel casque ». Où on m'a donné tel casque, je l'ai utilisé, c'est formidable. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet placebo ? Qui peut le dire ? Est-ce que, quand on regarde médicalement quelles sont les preuves médicales, quelles sont les publications médicales, le résultat d'essais cliniques, on n'a pas le résultat. Mais justement, on va en revenir très rapidement aussi à la photobiomodulation transcrânienne, qui est donc un joli barbarisme, mais qui est l'un des secteurs d'activité de recherche de Clinatech. On vient d'en parler via des casques d'entreprise. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous le présenter et nous dire ce que vous, à Clinatech, vous étudiez ? Et on pourra aussi envoyer une petite vidéo, s'il vous plaît, en régie d'illustration, pour illustrer les propos de Laurent Hérault. Alors, la photobiomodulation transcrânienne, elle est née un petit peu de 2008. En 2008, des idées d'un professeur, le professeur John Mitrofanis, qui est aujourd'hui notre directeur scientifique, professeur australien, qui avait appliqué ça dans le problème de l'ophtalmologie sur des animaux. Et en fait, il est venu à Grenoble et on travaille sur l'effet de la lumière en cherchant à illuminer notamment le crâne avec de la lumière rouge à proche infrarouge. Et vous voyez ici, sur ce petit schéma, on voit qu'au sein de la cellule, vous avez des mitochondries. Et les mitochondries vont recevoir cette lumière, elles ont des récepteurs, et vont émettre de l'énergie sous la forme d'ATP. Et on se rend compte que cette lumière a des propriétés sur les cellules qui sont très bénéfiques. Alors je crois que dans le film, on va mentionner notamment qu'elles ont par exemple, elles favorisent la microcirculation. Elles vont favoriser un certain nombre de propriétés qui sont très intéressantes dans les pathologies. Vous voyez un dispositif aujourd'hui qu'on réalise à Clinatech, qui est un dispositif non invasif qu'on utilise dans des essais cliniques. Et j'insiste là-dessus. Donc c'est un dispositif programmable en fonction des pathologies, dans les essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer, sur les traumatismes crâniens notamment, sur la maladie à corps de Lewy. Sur les troubles du sommeil aussi, vous évoquiez. Les troubles du sommeil, tout à fait. C'est un bonnet souple qui permet d'illuminer le cerveau. Le patient ne sait pas si le casque est allumé ou non. C'est impossible pour lui de le déterminer. Et donc on va illuminer des parties du cerveau. Donc la lumière va rentrer dans le cortex et va améliorer le fonctionnement des cellules. Va améliorer aussi la circulation à l'intérieur, la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. Et donc aujourd'hui, c'est utilisé avec plusieurs visées thérapeutiques, donc la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lewy, donc les maladies apparentées, dans les troubles du sommeil qui sont souvent rencontrés dans les maladies neurodégénératives, dans les traumatismes crâniens,
et j'en oublie, et on l'utilise aussi dans les maladies cardiovasculaires, notamment en partenariat avec le CHU de Grenoble. On va l'utiliser pour la récupération du cœur après un infarctus et pour limiter la propagation de la mort cellulaire après un infarctus. Et on pense aussi, donc un essai clinique est en préparation pour 2025. Donc voilà, tout ça se fait en partenariat dans des environnements extrêmement contrôlés médicalement, avec les CHU de Grenoble, le CHU de Lyon, le CHU de Strasbourg, avec des experts internationaux de Lausanne. Et tout ça est piloté par un conseil scientifique international. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans ce domaine, on a besoin de sérieux médical pour que les médecins, dans peu de temps, puissent prescrire ce type de traitement de précision. C'est de la médecine personnalisée pour dire à chacun utiliser tel dispositif avec telle dose, etc. Une autre avancée potentiellement fantastique et assez aussi impressionnante même visuellement, c'est le projet NIR. Là, on parlait donc d'une interface non invasive. Là, on se situe plutôt dans une interface invasive. Vous allez nous en parler. C'est la vidéo numéro 2 pour la régie, s'ils peuvent nous l'envoyer. C'est quelque chose qui, à première vue, vraiment impressionne le grand public. Je vous laisse peut-être présenter ce projet. Voilà. Alors là, vous voyez en bleu, dans le cerveau, en bleu, ce que vous voyez ici, c'est la matière noire qui dégénère dans le cas d'une maladie de Parkinson. Et en fait, ce que nous avons cette zone est très profonde dans le cerveau. Il n'est pas possible de l'atteindre par la lumière avec un dispositif extracrânien. Donc l'idée qu'on a eue depuis 10 ans, et on travaille là-dessus à Clinatech avec le CEA et avec Boston Scientific et avec le CHU de Grenoble, on a développé une forme de dispositif qui amène la lumière à l'intérieur du cerveau par une fibre optique. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir comme une forme de pacemaker cérébral sous la clavicule qui va générer de l'énergie. Cette énergie arrive dans un implant cérébral qui est posé sur la tête. Et de cet implant cérébral va sortir un laser conduit par une fibre optique à l'intérieur du cerveau, près dans le noyau subthalamique où il y a la matière noire qui dégénère. Et donc, on a établi que chez l'animal, en préclinique, on arrêtait la maladie de Parkinson. Il y avait un effet neuroprotecteur, ce qui était la première fois au monde où on arrêtait la maladie de Parkinson. Depuis, on est passé en essai clinique avec Boston Scientific et le CEA. Et donc, il y a un essai clinique aujourd'hui en cours qui a démarré en 2021 avec 12 patients. Et si vous suivez notre actualité, il y a 2 jours, on a opéré le 7e patient avec cette fibre optique tirée à l'intérieur du cerveau. Et aujourd'hui, on a des patients qui sont opérés depuis plus de 2 ans. Et ils sont ensuite suivis pendant 4 ans. Ils sont illuminés en permanence à l'intérieur du cerveau. Et on fait de l'imagerie dopaminergique pour mesurer la quantité de dopamine dans le cerveau pour voir si on arrive à la maintenir alors qu'elle disparaît dans la maladie de Parkinson. Et les premiers résultats présentés récemment aux États-Unis par le professeur Chabardès sont très encourageants. Mais on a besoin de conclure l'essai clinique avant. En préparant cette intervention, vous avez lourdement insisté sur le fait que vous n'aviez pas encore, entre guillemets, de publication scientifique, qu'il fallait rester extrêmement précautionneux. Donc j'insiste là-dessus, afin de ne pas donner de faux espoirs. Mais c'est vrai que les premiers résultats semblent assez fantastiques. Sur 4 patients qui sont opérés depuis plus de 2 ans avec cette lumière dans le cerveau, les résultats de l'imagerie dopaminergique sur la maladie de Parkinson sont très satisfaisants. Il y a une forme de ralentissement très net de la maladie. Peut-être une dernière question avant de prendre des questions de la salle. Quel est l'intérêt, entre guillemets, de cette photobiomodulation par rapport aux recherches sur la neurostimulation, recherches qui ont quand même des implications, elles aussi, assez impressionnantes parfois? Alors, je demande d'envoyer la dernière vidéo pour la régie. Oui, cette vidéo est intéressante. Là, vous avez un patient, Gary, qui est parkinsonien. Et à gauche, il n'est pas traité par l'électricité. Vous voyez que ce patient a besoin des dents. Et à droite, il a 2 électrodes dans le cerveau et on a juste allumé les électrodes. Et on passe un courant à 130 Hz entre les électrodes autour du noyau subthalamique. Vous voyez que ce patient n'a pas la même vie. À droite, il vit de façon autonome et pendant 20 ans, il peut vivre de façon autonome. Et ça a été une révolution qui a été mise au point par le professeur Halim Louis Benabid avec le professeur Pierre Paulac en 1990 à Grenoble, ce qu'on appelle la neurostimulation cérébrale profonde. Elle est proposée aujourd'hui dans tous les CHU du monde, en tout cas du monde occidental au moins, ou du monde développé.
aux patients qui peuvent la supporter. Il y a plus de 300 000 patients qui en bénéficient dans le monde aujourd'hui. Donc c'est la plus grande, à mes yeux, la plus grande révolution dans le traitement des maladies du cerveau. Le problème, c'est que cette technique ne traite que les symptômes. Elle va traiter les symptômes moteurs. Elle ne va pas stopper la mort des neurones dans la matière noire. Et c'est pour ça qu'avec la photobiomodulation, le professeur Benabid a eu l'idée de contacter le professeur Mitrofanis pour dire on va essayer de remplacer ou de compléter cette stimulation électrique par une stimulation lumineuse pour voir si ça a un effet thérapeutique, dans le sens où si on peut freiner la progression, voire arrêter la progression de la maladie. L'objectif étant quasiment d'arrêter, voire de prévenir la maladie, plutôt que de ralentir, entre guillemets, complètement. Une désagrégation qui est toujours inéluctable avec l'électromodulation. Et les 50% de neurones de la matière noire qui sont encore vivants au moment où la maladie est diagnostiquée aujourd'hui, on veut pouvoir les sauver et arrêter la mort cellulaire. Hélène ? Merci beaucoup. C'est absolument passionnant et j'imagine que ça suscite de nombreuses questions. On va prendre la question de madame et de monsieur au deuxième rang, s'il vous plaît. Donc une question pour madame. On pourra peut-être pas prendre toutes les questions, donc des questions assez rapides et courtes. Oui, absolument. Merci Romain de le rappeler. Oui, bonjour. Alors une question courte. Qu'est-ce qui produit la lumière dans le cerveau au niveau physiologique et comment on s'en est rendu compte ? Merci. Alors là, je ne pourrais pas vous répondre sur ce qui produit cette lumière. Malheureusement, je ne suis pas suffisamment calé en biochimie pour vous le dire. Mais la lumière, ce qui est établi, c'est que la lumière est émise. Et on la mesure aujourd'hui avec des photomultiplicateurs. Si vous veniez visiter nos laboratoires à Clinatech, à Grenoble, ouais. On a des dispositifs qui vont être capables d'extraire chaque photon émis par un neurone et de les compter. Et on est capable de faire ce qu'on appelle l'analyse spectrale de ces photons. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que si on stresse un neurone ou un astrocyte, donc avec un produit chimique, eh bien, la quantité de photons va varier et la propriété spectrale, la longueur d'onde d'émission de ces photons va aussi varier. Donc on peut imaginer qu'à terme, on pourra vous dire, pour une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, votre cerveau va émettre des photons à telle longueur d'onde. Donc, on espère, grâce aux technologies du CEA notamment, développer des dispositifs qui vont laisser passer les photons à telle longueur d'onde. Et si on arrive à compter des photons qui sortent du cerveau à cette longueur d'onde, on pourra dire très tôt, vous avez telle maladie qui est en train de se développer. Merci, monsieur. Très rapidement. CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables aujourd'hui. Oui, alors je précise effectivement que ça c'est très important. Merci de cette remarque. On est un centre de recherche biomédicale, mais on est assez unique au monde dans le sens où notre objectif, c'est de traiter des maladies par la physique, par les principes de la physique et pas par la chimie du médicament. Et c'est pour ça qu'on a été créé par le CEA, un centre de recherche technologique, qui est lui-même classé comme on peut être fier, c'est le premier organisme de recherche mondial au monde en termes de recherche technologique. En termes de dispositifs et de brevets, etc. Et donc, on a été créé par cet organisme en partenariat avec le CHU pour la clinique et l'Université de Grenoble. Donc, on est adossé à cet organisme. Une autre question ? Oui, j'ai une petite question. J'ai passé ma vie à fabriquer des systèmes d'éclairage de la lumière. Oui. C'est pour ça que j'ai été intrigué par votre présentation. Oui. En général, les émissions de lumière, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est simplement pour se débarrasser de l'énergie. C'est-à-dire que tous les corps qui émettent de la lumière se débarrassent de l'énergie. Il y a une autre raison également, c'est la communication. Alors ma question est simple, est-ce que vous pensez que cette lumière dans le cerveau est un système de communication ? Merci. Nous sommes convaincus que c'est un système de communication entre les cellules neuronales elles-mêmes. Donc, quelque part, alors on est en train de travailler là-dessus, mais il y a une corrélation. Si vous stressez une cellule dans une partie du cerveau, des neurones dans l'autre partie ou des astrocytes vont réagir. On pense même, il y a des scientifiques qui ont établi ou qui pensent qu'il y a une intrication quantique entre les photons émis par les cellules du cerveau. Donc il y a une communication intracérébrale par la lumière émise par les cellules. Ça, nous en sommes persuadés. Là, malheureusement, 56 secondes, on ne pourra pas expliquer l'intrication quantique. On est navré. Mais madame, la dernière question est pour vous.
Merci pour tout. Et juste une question, savoir, est-ce qu'il y a une application, enfin, une prescription, par exemple, de vos recherches pour les tumeurs cérébrales? Alors, effectivement, la question qui se pose, c'est, quand vous parlez de tumeurs cérébrales, c'est par exemple des tumeurs cancéreuses. Et la question se pose sur l'effet de la photobiomodulation dans le cas de cancer. Et alors aujourd'hui, Clinatech, nous ne travaillons pas dessus. Je discute avec des cancérologues et notamment, il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est l'effet Warburg, si vous êtes un peu sensibilisé à la cancérologie. L'effet Warburg, le dénommé Warburg autrichien, qui a obtenu un prix Nobel dans les années 40, je crois, et qui fait au niveau de la cellule le rapport entre la glycolyse et la production d'ATP, en fait. Bon, bref, on se dit que la lumière aurait peut-être un intérêt pour inverser l'effet Warburg rencontré en cancérologie. Et donc, il y aurait potentiellement une application. Alors, je mets beaucoup de guillemets parce qu'on pense qu'il y a une étude qui devrait être faite. Très bien. Puisque Warburg, quand il a reçu son prix Nobel, pour expliquer comment, finalement, la biomasse s'était créée dans la propagation des cancers, il expliquait à la fin de sa conférence, ce qui serait formidable, c'est d'être capable d'inverser cet effet pour traiter les cancers. On peut rêver, je le mets encore à ce niveau-là, mais la lumière aurait potentiellement l'effet d'inverser l'effet Warburg en cancérologie. Merci beaucoup. Je mets beaucoup de guillemets. Merci Laurent, vous reviendrez l'année prochaine pour l'effet Warburg. Voilà, et nous je l'expliquer. pense qu'il faut que vous reveniez l'année prochaine. Il y avait beaucoup de questions, on n'a pas pu les prendre toutes, vraiment désolée, mais voilà, sujet à reprogrammer. Et merci encore. Et quant à nous, donc on se retrouve dans quelques secondes donc pour notre prochaine conférence qui va porter donc sur la santé mentale, combler le retard, donc provoquer le sursaut et innover. Donc à tout de suite et merci à vous.